non, qui sont maudits à raison de leur engagement politique, mais qui n'ont jamais eu de vraies relations, qui probablement ne s'aimaient guère, ne s'appréciaient guère sur le plan littéraire, et qui sont là un génie parfaitement reconnu quand même dans la littérature mondiale, excepté en France. Marc-Claude Lou. Non. Vous allez me dire qu'en Belgique non plus, on aime Céline, parce que Marc-Claude Lou, je vais vous présenter une seconde. Oui, enfin, les auditeurs cultivés de Radio Courtoisie, ils sont nombreux, savent que vous êtes le responsable d'une publication qui s'appelle Le Bulletin Célinien, dont l'adresse est donc à Bruxelles, boîte postale 70. Et je vais... bon, alors voilà le numéro. 1000 Bruxelles 22. 1000 Bruxelles 1022. Donc... Et vous étiez en train peut-être de me dire, en Belgique non plus, non, c'est-à-dire Céline n'est pas... non, mais que ce soit en Belgique ou en France, je veux dire, la situation de Brasillac et de Céline, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire que Céline, effectivement, il est reconnu comme un grand écrivain important sur tous les continents. Oui. Il est dans ce panthéon littéraire qu'est la bibliothèque de la Pléiade. Il y a des thèses sur lui à l'université, que ce soit en France ou ailleurs. Je veux dire, pour Céline, la partie est gagnée, c'est évident. Pour Brasillac, enfin, c'est tout à fait différent. Il n'est même plus édité aujourd'hui, comme vous le disiez en préambule, par un grand éditeur. Autrefois, Brasillac était édité par Plomb. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et leur situation est très différente. Ils n'ont pas du tout ni la même audience, et même la critique, parce que vous parliez des maudits, mais un Rebattet ou un Drieux-La Rochelle sont considérés tout de même par la critique littéraire, y compris la critique littéraire de gauche, qui reconnaît, enfin surtout Audrieux, Rebattet c'est un peu plus difficile, mais la critique littéraire en général reconnaît quand même que Drieux-La Rochelle est un grand écrivain. Brasillac, c'est quand même très différent. Il faut dire que son œuvre n'a pas l'importance de celle d'un Drieux. Il ne faut jamais oublier, dans le cas de Brasillac, qu'il a été fauché à un âge où Céline n'avait même pas encore, lui, écrit Voyage au bout de la nuit. Donc on ne peut pas présumer de ce que Brasillac aurait pu écrire si De Gaulle l'avait gracié. Vous avez tout à fait certainement raison. On pourrait quand même vous rétorquer, Marc-Claude Lou, par exemple, que dans les rapports entre les deux, et je l'ai découvert avec une acuité totale qui ne m'apparaissait pas jusqu'à maintenant en lisant le petit livre de Henri Poulain, qui a été, lui, un ami commun aux deux. Voilà, c'est ça. Il offre, en fait, Henri Poulain, il offre la particularité, je crois unique, d'avoir été à la fois l'ami de Brasillac, un ami très proche, et il avait aussi des relations très amicales avec Céline. C'est deux mondes différents. Oui. Mais de leur vivant, le grand critique littéraire, c'est Brasillac. Et l'homme qui est... enfin, l'une des raisons de leur discours, c'est que Brasillac juge un peu de haut, un peu superficiellement, l'écriture, lorsqu'il la découvre au début, de Louis-Ferdinand Céline, que nous considérons à juste titre comme une révolution, en attachant au mot révolution un caractère positif, mais dans l'action française... et plus généralement dans le milieu littéraire traditionnel, normalien, entiché de lettres classiques, la révolution célinienne, c'est plutôt une afro-subversion, pour ne pas dire une décadence. Oui, tout de même, avec une exception notable qui est Léon Daudet. Léon Daudet a été, tout de suite, évidemment, il salue la parution de Voyage au bout de la nuit dans l'Action française et dans Candide aussi. Et comme il est un juré important du prix Goncourt, il soutient fermement Céline. Mais je veux dire que il faut quand même nuancer ce que vous dites, parce que bon, c'est vrai que, enfin, il y a deux sortes de malentendus. Il y a un malentendu évidemment littéraire, il y a un malentendu politique. Ce sont deux choses différentes. Quand paraît Voyage au bout de la nuit en 1932, Brasillac, qui est le titulaire de la chronique littéraire de l'Action française, n'en parle pas.
Et non seulement il n'en parle pas, mais il salue le rival de Céline, Guy Mazeline, bien oublié aujourd'hui, qui lui va décrocher le prix Goncourt quelques jours après, enfin quelques semaines après. Et donc c'est assez étonnant de voir à ce moment-là Brasillac faire l'impasse sur ce livre dont tout le monde parle par ailleurs, que ce soit Bernanos, même Mauriac, pourtant très éloigné de Céline. Je veux dire, c'est un livre dont il est impossible de ne pas parler lorsqu'on est critique littéraire. Brasillac n'en parle pas et on voit très bien dans sa correspondance privée, notamment celle qu'il adresse à Bardèche et dont je publie des extraits dans le livre, on voit très bien c'est un livre qu'il n'apprécie pas vraiment. Mais 10 ans plus tard, curieusement, il vient à Récipiscence et là il reconnaît que Voyage au bout de la nuit est un grand livre, il le compare même à Candide de Voltaire, enfin je veux dire c'est assez étonnant comme revirement. Mort à crédit en revanche, là, ça c'est impossible, ce sont deux univers tout à fait différents, il ne peut absolument pas apprécier un livre comme Mort à crédit, c'est vraiment à l'opposé. Il faut dire que les goûts de Brasillac, qu'est-ce qu'il aime? Ben, il aime Colette, il aime Giraudoux, il aime Alain Fournier. On voit tout de suite que Céline, c'est pas un auteur pour lui. Quoique, rien n'est jamais très simple. Quand paraît Bagatelle pour un massacre, il reconnaît quand même que c'est un grand livre. Il y a aussi évidemment une convergence idéologique, mais au-delà de ça, il salue quand même la parution de Bagatelle. Oui, vous vous étonniez tout à l'heure de cette espèce de persistance qui existe contre Brasillac, contre Céline, contre les auteurs maudits, alors qu'on ne les trouve plus en librairie, mais il y a un élément historique dont il faudrait quand même tenir compte, car je le crois déterminant. Dans nos querelles civiles, avec toutes les effusions et toutes les férocités qu'elles ont comportées, à partir de la Révolution par exemple, nous voyons les royalistes enragés, émigrés, les amis du comte d'Artois partir, n'est-ce pas, dès la prise de la Bastille. Ensuite, les monarchistes constitutionnels sont amenés à s'en aller. Après, bien sûr, les Girondins, les enragés, les dantonistes sont exclus du jeu. Puis, ce sont les robespierristes qui sont à leur tour proscrits et guillotinés. Mais dès Thermidor, la revanche des vaincus commence. Tout de suite après Thermidor, les Girondins reviennent aux affaires. Les royalistes, monarchistes constitutionnels, sont présents dans les assemblées du Directoire. Lorsque le consulat se forme, Bonaparte utilise des royalistes, des Girondins, des républicains, des gens de toute tendance qui l'amènent à lui. Lorsque les Bourbons rentrent, eh bien, les royalistes de la première heure reviennent aux affaires dans un délai d'environ 25 ans, et lorsque les Bourbons tombent en 1830, ce sont à ce moment-là des républicains qui reviennent avec Louis-Philippe. Je veux dire par là que tout au long de nos troubles civils, depuis la Révolution jusqu'en 1944, tous les partis vaincus sont un moment ou un autre, après un laps de temps plus ou moins court, revenus vainqueurs ou rentrés dans les affaires par la porte d'à côté, par la porte de derrière, mais sont revenus. Or, commence à partir de 1944-45 un phénomène sans précédent dans notre histoire moderne, c'est qu'un parti est vaincu pour toujours, et que ceux qui se sont associés à son infortune n'ont jamais plus revenir aux affaires pour le défendre. C'est un premier point sur lequel, à mon sens, on n'a jamais suffisamment réfléchi. Les vaincus de 45, à la différence des autres vaincus de toute espèce depuis environ 150 ans, sont vaincus pour toujours. Oui, c'est le premier élément. Il faut nuancer ce que vous dites. Parce que bien sûr, mais vous allez le faire. Si on parle de littérature uniquement, qu'est-ce qu'un auteur maudit? Qui est maudit, qui ne l'est pas? La situation, on parlait de Brasillac, de Drieux, de Céline. Vous savez, à partir du moment où vous avez toute votre œuvre romanesque qui est disponible en collection de poche, en librairie, c'est le cas de Drieux et de Céline, je considère que vous n'êtes pas un auteur maudit.
Mais il est question que de politique dans ce que je viens de vous dire. Ah d'accord, alors c'est sur un plan politique que je me place. Et pouvez-vous exclure la politique de leur destin? Non, bien entendu, mais s'il s'agit du regard de l'université par rapport à des écrivains, Céline, si on parlera encore de lui dans 100 ans, c'est tout de même avant tout de littérature qu'il s'agit. Et ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que le cas, parce qu'auteur maudit, c'est une expression un peu commode, c'est une étiquette, mais je veux dire, on parle ici d'écrivains, c'est vrai, qui sont passés, enfin, finalement, le purgatoire de Céline, il a été assez court. Je veux dire, Céline, Brasillac, Drieux, Rebattet, ce sont même s'il y a eu une sorte d'amalgame, on les a mis forcément, on leur a collé la même étiquette infamante à un certain moment. Si on voit aujourd'hui, toujours. Oui, enfin, avec des nuances. Je veux dire que la situation de Céline, le regard, par exemple, que porte la critique littéraire de gauche, qui est la seule qui compte aujourd'hui. Déjà, ça, c'est... Au point de vue, je parle de stratégie littéraire, la critique littéraire n'a pas du tout le même regard vis-à-vis de Céline que celui qu'elle a vis-à-vis d'un auteur quand même très important, j'ai nommé l'auteur des Deux étendards. Bon, je veux dire, ce sont quand même des situations très différentes. C'est l'exception. Je pense que Drieux, quand vous regardez la façon dont la critique universitaire américaine et française s'occupe de Drieux, j'ai l'impression que Drieux n'est pas vraiment un auteur maudit non plus. Et oui, mais Drieux a payé, il est considéré comme... Brasillac aussi a payé. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Je crois que je vous rejoins tout à fait, et pardonnez-moi, cher Gilbert, mais je crois qu'on parle d'écrivains qui se sont trouvés à certains moments, mais ce n'était pas leur préoccupation essentielle, dans des affaires politiques, peut-être, en tout cas pour Céline, certainement pas, pour Brasillac non plus, et pour Rebattet non plus. Ce sont d'abord des obsédés de l'écriture et d'une œuvre à construire. Et à partir de ce moment-là, bon, ils se sont trouvés embrigadés, nous le savons bien, dans des affaires qui les ont dépassés complètement, et les uns et les autres. Céline, pardonnez-moi, mais est un fou dans la politique, on ne sait pas ce qu'il y fait d'ailleurs. Brasillac délire et sait qu'il délire, mais avec un courage et un honneur et un sens de la dignité extraordinaire. Drieux, à la fin de sa vie, est en train de changer de camp et écrit un bouquin où il dit que finalement il n'y a plus que le maréchal Staline pour sauver cette Europe décadente. Ce sont d'abord des écrivains, ce sont d'abord des artistes. Et ce que vous venez de dire, c'est que on ne peut pas parler de ces gens-là comme des écrivains maudits, Brasillac certainement, mais dans la stratégie littéraire, dans le monde littéraire, il y a des hiérarchies qui se font, qui ne sont pas intangibles, qui changeront. Peut-être demain Brasillac aura une aura beaucoup plus grande, beaucoup plus que Céline, mais Céline n'est pas un écrivain maudit, Drieux non plus. On a tous les jours, tous les mois, des thèses, des mémoires qui sont publiées. Un écrivain maudit, on en connaît quelques-uns. C'est un écrivain dont on ne parle pas, dont on ne réédite pas les livres, voilà, qui n'est pas disponible en librairie. Qui est étouffé. Clairement, alors Brasillac, c'est écrivain maudit. Brasillac, me semble-t-il, est davantage un écrivain maudit aujourd'hui, et même Rebattet, parce que Rebattet, il faut savoir que l'éditeur de Rebattet actuellement, c'est Gallimard. On ne peut pas dire que les éditions Gallimard font énormément pour faire connaître Rebattet, qui n'est même pas en livre, en folio. On ne trouve pas les décombres en livre de poche. On ne trouve pas les décombres, mais on trouve les deux étendards des rééditions tous les 4 ans. Alors, on peut aller chez Gallimard, boulevard Raspail, tous les 4 ans, vous allez trouver les deux étendards qui font partie du fonds Gallimard et qui constituent... On ne peut pas dire qu'ils font énormément pour faire connaître... Ils ne font rien, seulement ils rééditent régulièrement. Vous parlez de critique universitaire, mais vous parlez là d'un monde fermé et ésotérique. Pas seulement la critique universitaire, la critique tout court. Ces universitaires qui consacrent des travaux, des recherches à Céline Drieux-La Rochelle, vous les voyez mettre Céline et Drieux-La Rochelle dans les programmes scolaires? Céline, attention, c'est plus compliqué encore une fois. Céline a sa place maintenant, il a figuré au programme de l'agrégation. Je veux dire, quand je parle de... Je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, je ne parle pas seulement de la critique universitaire. La critique littéraire dans son ensemble, si vous interrogez les gens qui comptent à Paris, il n'y en a pas un qui va dire écoutez Céline, non, c'est insignifiant, enfin ça n'a pas un grand intérêt. Non, il est reconnu vraiment comme un écrivain de premier plan. Drieux d'une certaine façon aussi. Rebattet, c'est autre chose. Là, il y a vraiment... non, mais il faut dire le mot. Il y a une proscription. Il y a une proscription, mais il faut dire aussi que Rebattet,
Bon, il y a plusieurs raisons, évidemment, là on s'éloigne un petit peu, mais Rebattet, l'auteur de 2 grands livres, Les Décombres, enfin c'est autre chose, c'est un pamphlet, Les 2 étendards, mais il n'est pas à la tête d'une œuvre aussi importante que celle de Céline. Donc, je veux dire en quantité déjà. Je voudrais dire quand même qu'il est l'auteur d'une très grande histoire de la musique, qui heureusement a été imprimée en collection. Vous savez, en collection bouquin. Et puis il en va de l'œuvre unique, enfin extraordinaire, Les 2 étendards, comme du Guépard. On peut être l'homme d'un seul livre et d'un livre gigantesque. Bien sûr. Alors, le sujet n'est pas de savoir si oui ou non il s'agit d'écrivains maudits. Vous me permettrez d'avoir le sentiment que même Louis-Ferdinand Céline est légèrement obvié dans... Il y a une part de son œuvre qui est maudite. Je ne parle pas de ses satires, n'est-ce pas? Je veux dire, même son message me semble un tout petit peu... édulcoré, peut-être. Obscurci, l'aspect visionnaire bien sûr, là, moderne. Bien sûr. Même, il me semble aussi que la déconstruction du langage intéresse plus que la construction esthétique qui existe quand même dans Céline. Mais ça, ce sont des interprétations, et peut-être que les auditeurs de Radio Courtoisie sont capables de se faire une idée sans qu'on s'enferme là dans ce débat. Le sujet qui nous a amené comme ça à parler de ça, d'abord vous-même vous animez ce bulletin célinien dont les travaux sont toujours très intéressants, les colloques, etc. Et puis, par exemple, je vais annoncer un événement auquel certains auditeurs vont pouvoir peut-être se joindre, c'est au dernier moment, puisque ce soir vous intervenez dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Association des Amis de Robert Brasillac. Est-ce qu'on peut dire, vous pouvez rejoindre le dîner à 20h oui, enfin, je ne sais pas si c'est trop tard, ça se faisait sur réservation. Ah bon. En fait, c'est pas moi l'organisateur, mais c'est vrai qu'il y a un dîner-débat justement autour de ce livre. Mais ce que je veux dire, c'est que pour revenir à Henri Poulain, bon, c'est un témoignage. Ce qui est intéressant dans le cas d'Henri Poulain, c'est que, bon, il faut rappeler d'abord qu'il était le secrétaire de rédaction de Je suis partout, dont le rédacteur en chef était Brasillac. Jusqu'en 1943. Jusqu'en 1943, lorsqu'il y a la crise et que Brasillac quitte le journal, Henri Poulain, comme Georges Blond d'ailleurs, le suit. Et donc, c'est un témoignage de première main. Il a très bien connu les 2 écrivains. Seulement, lorsqu'en 1964, Dominique Deroux lui demande un témoignage sur Céline, il l'écrit, mais là, il est clair qu'il édulcore comment dirais-je, les disputes, enfin les rapports assez houleux entre Céline et Brasillac. Dominique Deroux, finalement, ne publiera pas ce témoignage. Il faut savoir que Dominique Deroux a écarté quand même, il avait beaucoup péché, il avait demandé des témoignages à énormément de personnes, et il n'a pas tout publié pour différentes raisons. Et donc, l'objet du livre, si vous voulez, c'est de publier intégralement ce témoignage inédit d'Henri Poulain qui date de 1964, mais comme Henri Poulain ne parle pas vraiment, comme il était l'ami de Brasillac, il n'a pas voulu, si vous voulez, rappeler de mauvais souvenirs, et il ne parle pas du tout des conflits entre Céline et Brasillac. Et c'est la raison pour laquelle, dans la deuxième partie du livre, je fais le point, de manière très documentaire, si vous voulez, sur... Et de manière chronologique aussi sur les rapports orageux, et parfois moins orageux, parce qu'il y a des hauts et des bas, entre Brasillac et Céline, jusqu'après la mort de Brasillac, parce que là aussi, en fait, le problème, c'est qu'on voit très bien que Céline et Brasillac, ce sont 2 personnalités, mais diamétralement différentes. Oui. Et la façon dont Brasillac s'est conduit au moment de son procès, et encore plus avant son exécution, pour Céline, c'est quelque chose d'incompréhensible. Enfin, il est clair que Brasillac est mort comme un saint. Il a même voulu serrer la main de son procureur avant d'être fusillé. Pour Céline, enfin, c'est une attitude qu'il estime complètement incompréhensible, parce qu'il estime qu'on n'a pas à faire le jeu de ces gens-là, et qu'au contraire, il a des phrases assez violentes que je cite dans le livre. Ça correspond au tempérament de Céline. Hein, il décèle, si vous voulez, chez Brasillac, une sorte pour lui, c'est une sorte de masochisme chrétien, enfin une façon comme ça d'accepter, d'aller au-devant de la mort.
Voilà, ça c'est un des aspects qui montre, si vous voulez, que Céline est vraiment à l'opposé de Brasillac, non seulement sur le plan littéraire, sur le plan politique aussi, on pourra en parler tout à l'heure. L'antisémitisme de Céline n'a rien à voir avec celui de Brasillac. Et donc, il y a comme ça toute une série de heurts entre eux, de malentendus, de conflits même parfois, qui sont retracés dans la seconde partie du livre. Écoutez, d'abord on pourrait fouiller un peu le personnage de Céline. Après tout, peut-être qu'il en a voulu à Brasillac d'avoir une mort dont lui n'était pas capable. Non, c'est pas ça. Il y a dans Le Rouge et le Noir une scène où Julien Sorel, au cours d'une soirée, chez le marquis de la Mole, rencontre un réfugié condamné à mort dans son pays, un réfugié italien condamné à mort dans son pays, et Stendhal dit une condamnation à mort, c'est un monde où nous sommes la seule chose qu'on n'achète pas. Et bien sûr, et on paie sur pièce immédiatement. De Gaulle disait ça aussi à propos de l'exécution de Brasillac. Voilà. Quand on dit, mais on a Gracié dans l'après-guerre, Rebatté, qui a quand même eu une position beaucoup plus dure que celle de Brasillac, puisque la rupture de 1943, c'est quand même Brasillac qui dit, bon, ben maintenant la collaboration, il met un peu son drapeau en... le fascisme est mort. Voici par exemple ce que dit exactement Céline à ce sujet-là. Il écrit ça dans une lettre à un jeune journaliste lyonnais. C'est évidemment un style très célinien. Je trouve c'est Brasillac, qu'il a eu tort de serrer la main du commissaire du gouvernement. Il devait le traiter d'assassin et lui cracher dans la gueule, où les mots n'ont plus de sens. Quel encouragement à plus d'exécution, puisque les victimes trouvent ça parfait. Le plus con des veaux est celui qui court après son boucher. Brasillac fut de ce genre-là. Oui, on voit très bien l'incompatibilité. Dans ces cas-là, il y a celui qui parle, il y a celui qui fait. Alors, personnellement, la poignée de main échangée entre Brasillac et le procureur Reboul m'a toujours, personnellement et profondément écœuré. Bon, je viens de donner mon sentiment. Cela dit, puisqu'on ne serre pas la main d'un homme qui demande votre mort, sûrement pas la main d'un magistrat, en plus. Mais, quand même, n'est-ce pas? Mais, bon, il y en a qui y étaient... Sauf si vous voulez mourir enceinte. Il y en a qui y étaient... Bien sûr. Il est mort en héros. Il est mort en héros, ce qu'on ne peut pas dire de Louis-Ferdinand Céline. Puisque vous présentez, pour moi, Louis-Ferdinand Céline, pour lequel j'ai une grande admiration littéraire, je trouve que, à part le génie littéraire, il y a un autre personnage, dépassionnant un peu le sujet, il y a un autre personnage dans la rencontre avec Céline, me semble encore plus significative, c'est Bernanos. Et c'est très bien exposé dans le livre... le merveilleux livre que Jean Botorel a consacré à Bernanos, en faisant des tas de recherches, etc. Et ben on se rend compte, alors je serais peut-être mal compris, mais je le ressens comme ça, entre Céline et Bernanos, le bourgeois, c'est Céline. Je le crains. Enfin, ça dépend au mauvais sens du terme. Ça dépend ce qu'on entend par bourgeois. Alors, je peux, puisque je reprends. Vous avez lu un petit passage, je vais en lire un autre qui conclut, c'est la conclusion de Céline. Il dit, et pardonnez-moi, c'est un peu grossier, mais c'est Céline, vous me faites chier avec Brasillac. Il n'a pas eu le temps de s'enrhumer, ils l'ont fusillé à chaud. Mais c'est de la croupisserie d'année là dans ce trou avec les otaries à droite, gauche, face que je tolère pas. Je suis contre le poteau à Brasillac et la tôle à Bardèche, mais un chat est un chat. Mais si cela peut pas se dire qu'il est un chat, il l'est quand même, et Bardèche un con et Brasillac idem. Oui, et ben voilà. Un très grand écrivain. Et par exemple, il a consacré. C'est ce qu'il fallait entendre. Bardèche Regardez. a consacré un beau livre à Louis-Ferdinand Céline. Regardez le génie de Céline. Nous sommes en train de parler d'un drame. Et brusquement, à propos de ce drame, il plonge le studio dans les fous rires avec une accumulation d'insultes, d'injures, de grossièreté et d'infamie dont personne d'autre que lui n'est capable. Alors, c'est ce qui s'est passé à son procès d'ailleurs. Céline est grossier mais jamais vulgaire. Ah, voilà. Oh, ce que nous venons d'entendre, ce n'est quand même pas d'une extraordinaire distinction. Il est au-delà du problème. Je dirais d'autre part. Rabelais à ce moment-là n'est pas distingué non plus. Tout à l'heure, vous parliez de l'antisémitisme de Brasillac différent de celui de Céline.
Bon, mais enfin, compte tenu de l'époque, lorsqu'ils écrivaient l'un et l'autre, ça pouvait quand même leur faire une belle jambe à ceux qui étaient arrêtés, de savoir que le ton antisémite de Je suis partout n'était pas le même que celui des Beaux-Draps. Mais bien entendu, mais la question n'est pas là. Au bout des deux expériences, il y avait quand même le camp de concentration. Mais la question n'est pas là. Il ne s'agit pas de défendre Céline et de trouver que Brasil... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis simplement ce que j'ai voulu montrer. Et il me semble, bon, je cite les textes, il ne s'agit pas de tirer la couverture à Céline et dire que Céline a raison et que Brasillac a eu tort. Dans cette petite étude documentaire, j'expose les faits, je montre ce qui les a opposés l'un à l'autre, et le lecteur à ce moment-là, selon son tempérament, juge, est indigné par Céline ou trouve que Brasillac a eu tort, peu importe. Je me permets seulement de vous signaler que si Céline s'était livrée à la justice française en 1945, oui, et on serait privé d'une partie majeure de son œuvre littéraire, hein, parce que la trilogie allemande, par exemple, ben, elle a été écrite après 1945, forcément. Donc je veux dire, moi j'estime que se livrer à la justice, si c'est pour être jugé de manière digne, honnête, objective, ben oui, pourquoi pas. Mais il est certain que Brasillac a eu tort d'être deux fois, de serrer la main du procureur, et deuxièmement se livrer à la justice. Nous sommes tout à fait d'accord. Je ne sais pas si je suis d'accord, mais Jacques Daribéo, qui lui n'a pas eu l'occasion de se livrer à la justice, puisqu'il était du côté gagnant. Oui, j'étais du bon côté, oui, mais enfin bon. Non, ce qui est intéressant dans le livre de Marc Laudeloup, là, c'est que justement, il laisse au lecteur le soin de juger. Il expose les faits, il expose les deux caractères dans leur incompatibilité radicale. Et c'est vrai que pour Céline, il n'a jamais caché son exécration pour ce qu'on peut appeler l'établissement, quoi, les hiérarchies, l'université en particulier. Il avait horreur de ça. Alors tout ce qui était professeur, tout ce qui était enseignement officiel, c'était vraiment la lie pour lui. C'était l'abomination. Ça ne valait rien. Et puis alors il faut ajouter à ça peut-être aussi, malgré tout, une certaine vanité d'auteur, quoi, vanité littéraire, parce que oui, il a été blessé. Je pense que Céline, il a été mortifié par le mauvais accueil de Maur à Crédit. Tout à fait. Il avait cru qu'avec le succès universel de Voyage au bout de la nuit, qui était quand même un chef-d'œuvre incontournable, eh bien la voie royale lui était tracée. Hein, il allait pouvoir tout se permettre là. Il s'est permis beaucoup de choses d'ailleurs. Et alors, Maur à Crédit, c'est vraiment sorti de ses tripes. Il a eu du mal à écrire ses livres. Et puis ça a été. Il a mis 3 ans à l'écrire. Oui, il a mis du temps. Et Brasillac a eu du mal à le lire. Ça a été une épreuve terrible parce que vraiment c'était son enfance. Alors il a beau exposer ça d'une façon truculente, grossière, souvent excessive. Il accable ses parents, etc. Mais enfin, ça lui tenait terriblement à cœur. Le jeu de Maur à Crédit n'a rien à voir avec Céline. Hein. Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une transposition. Oui, c'est ce qu'il disait. Ce que vous dites, Jacques, est tout à fait exact, mais c'est là, à mon sens, forcément, je défends Céline, en tout cas l'écrivain Céline, c'est que après un succès comme Voyage au bout de la nuit, un écrivain, normalement, il va refaire un livre de la même veine, etc. Et un an après, par exemple, comme ça se fait aujourd'hui, lui, il met 3 ans pour écrire un deuxième roman, et il renouvelle, je veux dire, entre le style de Voyage au bout de la nuit et le style de Maur à Crédit, il y a un monde. Il va beaucoup plus loin dans la recherche, dans cette ambition qu'il avait de faire passer l'émotion du langage parlé dans la langue écrite. Justement, à cause de tout ça, il a beaucoup souffert du mauvais accueil. Ah, tout à fait. Hein, ça n'a pas été un bide absolu, mais en fait, d'ailleurs, ça a été un échec de la critique, pour la critique. Voilà. Certainement. Toute la critique lui est tombée dessus, et en particulier Brasillac, qui a été très vache, quoi, alors que justement, non seulement il n'avait rien dit, comme vous le rappeliez sur son premier livre, sur le Voyage au bout de la nuit, mais en plus, il avait fait l'éloge du Goncourt de Maseline. Brasillac fusillé à 35 ans, avec quel âge à la parution de Céline? En 1932, il est né en 1909, je crois.
Oui, il avait... il n'avait même pas 30 ans. Oui, non, 23 ans, 23 ans. Mais le jeune Norman, Voilà, regardez, oui, mais il y a des jeunes de 25 ans, on a certains témoignages, notamment, il y avait Barjavel, mais je ne sais pas s'il avait cet âge-là, mais des gens de l'âge de Brasillac qui ont été éblouis par Mort à crédit. C'est pas une question d'âge, c'est une question de sensibilité. De lecture, par exemple, on découvre un écrivain. Très jeune critique. Non, mais pardonnez-moi, justement, Manque de Céline maturité. a été mortifiée, n'a jamais accepté que Je ne crois pas. son bouquin, son œuvre, soit jugé, balayé comme ça, souverainement par un petit morveux à ses yeux. Mais je ne crois pas que c'est une question. Je crois pas que c'est une question d'âge, parce que 10 ans après, le jugement que porte Brasillac sur Mort à crédit n'a pas varié d'un pouce. Et par exemple, dans sa critique, il dit ce qui est quand même assez extraordinaire. Je suis bien forcé. Il parle de Mort à crédit. Donc il écrit ça en 1936 à l'apparition du livre. Je suis bien forcé de dire que de tels livres qui seront incompréhensibles dans 20 ans, nous sommes bientôt en 2004, que cette recherche si abusive de l'excès et du goût me paraissent le contraire même de l'art. Enfin, voilà. Mais écoutez, il avait le droit de ne pas aimer Céline. Bon Dieu, je crois qu'il faut en venir à des choses simples. Oui, mais moi, je connais des tas de gens, je suis liseur, et j'adore la littérature, et je connais des tas de gens qui n'aiment pas Céline, et qui sont kikines avec Céline. Mais il ne s'agit pas... Et il avait le droit, en tant que lecteur, de dire ce qu'il pensait. Oui, mais l'autre avait peut-être le droit. Et l'autre a le droit, oui, mais on ne peut pas, je crois qu'on ne peut vraiment pas ramener, pardonne-moi Jacques, mais on ne peut pas ramener cette espèce de querelle. D'ailleurs, tu l'as dit très justement, je ne sais pas pourquoi, je te demande ton pardon. Tu as dit très justement que finalement, ce sont deux tempéraments totalement incompatibles, des cultures, des curiosités différentes. Par exemple, je vais donner un exemple avant de passer la parole à Sophia. Moi, jusqu'à il y a une semaine, Marc-Claude Loup, pour moi, je n'aurais pas barguiné, je suis totalement dans Céline. Beaucoup plus que dans Brasillac. Et puis, depuis 8 jours, il se trouve que je redécouvre une chère vieille chose, dont je suis en train de recorriger les épreuves, qui est, eh bien, je vais le dire, José Antonio Primo de Rivera. Ça, Louis-Ferdinand Céline ne le comprend pas. Dans Louis-Ferdinand, il y a l'Espagne, peut-être même le monde italien. Là, on en vient au tropisme célinien. À la Méditerranée, l'Italie, l'Espagne. Oui, alors il ne comprend pas non plus les nuits de Séville, de comment on passe. C'est l'opposition entre le breton Céline et le méditerranéen, le catalan, Brasillac. Alors, on en est à Aimez-vous Bach ou Mozart. Hein, mais ça, c'est de la littérature, il faut le reconnaître. Alors, les auditeurs de Radio Courtoisie, dans lesquels je sais, parce qu'on a fait quand même 3 émissions, moi j'ai pris du plaisir, on a écouté des gens tout à fait intéressants et charmants parler de Louis-Ferdinand Céline. Je sais très bien qu'un nom comme celui de Céline divise les auditeurs de Radio Courtoisie. Bien sûr. Et pas que les auditeurs de Radio Courtoisie. Oui, mais on est sur Radio Courtoisie, Marc-Claude Loup. Alors les auditeurs de Radio Courtoisie nous disent que l'émission est excellente. L'un d'entre eux nous dit que l'édition Gallimard des décombres de Rebattet est très expurgée. De plus, cet ouvrage n'est pas mentionné dans les annales. Non, alors moi je dirais tout de suite que l'édition c'est absolument faux. Il n'y a pas d'édition Gallimard. Il y a l'édition Gallimard, ce sont les 2 étendards. Non, il y a une édition Pauvert. Et l'édition Pauvert qui est expurgée, mais c'est pas Gallimard. Et c'est la veuve de Rebattet qui s'est prêtée à cette plaisanterie. Ce qui fait foi, c'est l'édition de Noël. Exactement. Il n'y a que 2 éditions, de Noël et Pauvert. Des décombres. Voilà. Et puis tant mieux que ça soit expurgé, parce qu'il y a tellement de bêtises aussi là-dedans. Oui, mais là je ne suis pas de votre avis. Quand on a un document, on le restitue tel quel. Oui, non, c'était une petite remarque personnelle. J'incline un peu. Une question d'auditeur. De mon camarade Jean-Charles. Le conflit entre Céline et Brasillac n'est-il pas un conflit d'ordre religieux également? Ah oui, certainement. Il est certain qu'il y a une opposition entre Céline le païen, pour parler vite, et Brasillac le chrétien. D'ailleurs, lorsque Céline n'apprécie pas du tout la façon dont Brasillac, c'est ce que j'écris dans le bouquin, excusez-moi, je vais me citer, la façon dont Brasillac s'y est prêté le hérisse et sa résignation chrétienne l'agace souverainement, car il est décèle des relents douteux de masochisme, etc., etc. Donc il est clair que
beaucoup de choses opposent Céline et Brasillac. La culture maurassienne de Brasillac, même si à certains moments Brasillac s'en détache, il y revient quand même, notamment lors de cette fameuse crise de 43, on voit très bien qu'il revient vers une position plutôt maurassienne. Je veux dire, 1000 choses opposent leur culture, et là cet auditeur a tout à fait raison, aussi la question religieuse, ce n'est pas douteux. Je voudrais apporter une toute petite précision quand on dit le chrétien Brasillac, le païen Céline. Il y avait des guillemets non perceptibles. Oui, voilà, le guillemets, on pourrait quand même l'expliciter un tout petit peu. Brasillac a écrit des textes qu'on peut qualifier de chrétiens dans les poèmes de Fresne, chrétien, pas augustinien, ce qui fait que le masochisme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, mais là, c'est un jugement de Céline. Oui, c'est un jugement de Céline. Brasillac est beaucoup plus tributaire du paganisme gréco-latin, et Céline a écrit sur le christianisme, une phrase qui est très préfiguratrice de la foi moderne, quand il dit « Dieu est en réparation ». Donc, voilà. Mais c'est une... Pardon ? Je dis comme une vieille bagnole. Enfin, vous l'interprétez ainsi, mais ça va peut-être beaucoup plus loin. Je l'interprète selon mon tempérament. Voilà, oui. Mais là aussi, il y a une opposition. Par exemple, c'est l'histoire de la culture gréco-latine. Tout ce côté culture classique, c'est quelque chose que Céline n'apprécie pas non plus. Et d'ailleurs, Brasillac s'en rendait très bien compte. Il y a une chose qui est assez amusante que je cite dans le bouquin. À un moment, Brasillac compare Céline à Cassandre. Et alors, dans cet article, il imagine que Céline va être heurtée par cette référence classique et l'accuser je cite Brasillac, de pourriture gréco-latine. Et effectivement, dans Bagatelle pour un massacre, il y a des pages assez incendiaires de Céline pour tout ce côté pompeux. Lui, ce qu'il aimait, c'était une autre forme de culture il raconte ça très bien dans Bagatelle, justement. Il oppose la culture gréco-latine, et alors là évidemment il fait allusion à Maurras, à la sienne, l'émotion directe, la vie, etc. telle qu'elle. Monsieur, une question, quelles sont les références personnelles littéraires de Céline ? Eh bien Céline, il en parle Céline, il faut savoir qu'il a beaucoup lu dans sa jeunesse. Seulement Céline a toujours été très discret sur ses sources, mais on sait qu'il a été un grand lecteur de Nietzsche, de Schopenhauer. Alors